Bon. Euh, Hier, c'était ce que l'on appelle les municipales. Donc des élections, encore. Et comme à chaque élection, on a assisté au même spectacle. On a eu des débats passionnés, des gens qui s'énervent, toujours ce clivage droite-gauche. Et ce que j'ai encore remarqué, que j'avais remarqué il y a longtemps, mais qui m'est surtout revenu en pleine gueule hier, c'est que certains, vivent ça comme un moment décisif. Comme si l'avenir de la société dépendait de ce petit bulletin de vote en papier glissé dans une urne. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est l'intensité émotionnelle que ça provoque chez certains, voire chez quasiment tous en fait. Alors, j'aimerais vous poser une question simple. Qu'est-ce que ça vous procure exactement? Qu'est-ce que vous ressentez quand votre camp gagne? Euh, une satisfaction, un soulagement, le sentiment que la justice triomphe. Et à l'inverse, quand il perd, c'est quoi? C'est de la colère, de la frustration, le sentiment que la société prend une mauvaise direction. Pourquoi une élection, et même locale, puisque là pour le coup c'était les maires, pourquoi une élection peut-elle produire des émotions aussi fortes? Tout simplement parce que la politique moderne n'est pas seulement une organisation rationnelle du pouvoir, c'est aussi une construction psychologique. Il faut savoir que l'être humain est un animal social. Depuis les sociétés primitives, on a toujours vécu dans des groupes. Et ces groupes ont toujours fonctionné avec deux mécanismes fondamentaux, l'appartenance et l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a nous et il y a eux. Et la politique moderne reprend exactement cette logique. Droite contre gauche. Euh, Progressiste contre réactionnaire. Deux camps qui se définissent autant par ce qu'ils sont que parce qu'ils rejettent. C'est-à-dire que les mecs de droite vont se dire je suis de droite euh, par, euh, par conviction sur l'ordre, tout ça. Et en même temps, ils se définissent aussi par rapport au camp d'en face. C'est-à-dire je suis de droite parce que je ne suis pas de gauche. Et la gauche, même chose. Et donc, ce mécanisme produit une cohésion émotionnelle très forte. C'est-à-dire qu'il donne à chacun le sentiment d'appartenir à une communauté morale. Mais il produit aussi un effet très particulier puisqu'il enferme le débat dans un cadre prédéfini. Et donc, ce cadre implicite se trouve également dans le débat politique. C'est-à-dire que quand on observe les débats politiques contemporains, on remarque quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que la quasi-totalité des discussions tournent autour de la même question. Comment l'État doit-il agir? Alors, la gauche pense que l'État doit corriger les inégalités, grosso modo, et la droite pense que l'État doit protéger l'ordre et soutenir l'économie, grosso modo. Mais dans les deux cas, une hypothèse fondamentale n'est jamais remise en question, celle du rôle central du pouvoir politique dans l'organisation de la société. Autrement dit, droite et gauche se disputent ensemble sur l'usage du pouvoir, mais rarement sur sa nature. Or, le pouvoir politique possède une dynamique particulière. Une fois qu'une institution possède la capacité de prélever les ressources et de produire des règles, elle a naturellement tendance à étendre son domaine d'action. C'est un phénomène bien connu dans l'histoire des États. Chaque crise devient une justification pour de nouvelles compétences.
chaque problème appelle une nouvelle intervention. Et progressivement, le périmètre du pouvoir politique s'élargit. Et cette dynamique est rarement remise en question dans le débat électoral, parce que les acteurs politiques ont eux-mêmes intérêt à préserver ce système. On a aussi ce que l'on appelle les structures d'influence, qui est, ma foi, beaucoup sous-estimé. Puisque la politique moderne ne se résume pas aux élections uniquement. Elle est aussi traversée par des lobbies, économiques ou non, des groupes industriels, des institutions financières, les bureaucraties nationales et supranationales, des États entre eux, que ce soit frontalement ou non, c'est-à-dire à l'aide de magouilles probables, d'États profonds, et de secret service, et j'en passe. À Bruxelles, par exemple, il y a des milliers de représentants d'intérêts qui gravitent autour des institutions européennes pour influencer les décisions. Et donc, dans toutes les démocraties modernes, les grandes entreprises et les institutions financières disposent d'une capacité d'influence considérable. Ce qui veut dire que le pouvoir politique est profondément imbriqué dans des réseaux économiques et des réseaux dits institutionnels. Et on a aussi une perception du pouvoir via les scandales. Puisque les dernières décennies ont aussi été marquées par une succession de scandales qui ont ébranlé la confiance des élites. Des affaires de corruption, des relations étroites entre milieux politiques, financiers et médiatiques. Rien que sur la France, déjà, à l'époque de Giscard, les diamants de Bokassa, la France-Afrique, Elf, tout ça, c'est un noyau dur de magouille, de corruption totale. À cela se rajoute évidemment l'assassinat de Robert Boulin, de Bérégovoy, de Jean Edernalier, certains diront d'eux-mêmes de Coluche de Balavoine. On a également au Zaïre la disparition de Philippe de Dieuleveux, des assassinats en pagaille, des comment dirais-je, des tentatives d'assassinat, que ce soit De Gaulle, Mitterrand, qui a lui-même fomenté un attentat contre lui-même, des attaques sous fausse bannière, voilà. Bon. On a eu dernièrement également à l'échelle internationale l'affaire Jeffrey Epstein, parce que je déteste le prononcer Epstein, mais là c'est un autre débat. Donc cette affaire Epstein a notamment révélé l'existence de cercles sociaux extrêmement fermés, où se rencontraient plusieurs figures du pouvoir. Notamment les Rothschild, les Rockefeller d'un côté, bref, en fait, des gens non élus qui ont plus de pouvoir que les gens qu'on est censé élire. Voilà, la supercherie du truc. Et donc, tous ces événements nourrissent un sentiment diffus, c'est-à-dire que celui que les élites politiques et économiques évoluent souvent dans les mêmes réseaux. Voilà. Et donc ça pose une question importante. Dans quelle mesure les alternances électorales modifient-elles réellement ces structures? Voilà. Sachant que ce sont des gens non élus, très puissants, qui ont le pouvoir sur les gens dits élus. Voilà. Donc en fait, on te fait croire dans la possibilité d'élire le sous-chef du rayon fromage du Monoprix de Clichy-sous-Bois, en gros. Et en fait, tu te rends compte que le gérant du magasin a le pouvoir sur lui et t'es pas décisionnaire. Le gérant de la région, du département. Au-dessus, le chef marketing, machin. Au-dessus, le PDG. Et puis au-dessus, le PDG
de la maison mère. Et voilà quoi. Donc t'as vite compris la supercherie quoi. Et d'ailleurs, si on observe d'ailleurs les grandes tendances des sociétés modernes, il y a certaines évolutions qui semblent plutôt constantes, voire même évolutives, mais pas dans le bon sens. L'État croisse à mort, qui devient de plus en plus gros. On a une augmentation de la fiscalité, on a une accumulation accrue de la dette publique, on a beaucoup d'expansion de bureaucratie. Et pourtant, les gouvernements changent. Mais le résultat est le même. Droite, gauche, centre, extrême gauche, extrême droite. Donc, certes, les gouvernements changent, mais la dynamique générale reste souvent le même. Et ce qui est très vrai, finalement, puisque là, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe finalement, ne serait-ce qu'à Bercy. Bon, limite, le président change, les députés changent, mais finalement, l'engrenage et le rouage, ne serait-ce que de Bercy, hein, j'aurais pu dire autre chose, mais de Bercy restent les mêmes. Il y a toujours les mêmes fonctionnaires, les mêmes petits bras derrière un ordinateur, avec les mêmes dogmes, les mêmes règles. Donc, je pense que cela change. Et le fait que des gouvernements changent mais que la dynamique reste la même, c'est un phénomène que certains philosophes politiques ont déjà souligné. C'est-à-dire que les systèmes politiques ont une inertie très forte. Ils évoluent lentement et les élections ne modifient en réalité que rarement leur trajectoire profonde. C'est une supercherie. Et moi, la question fondamentale que je me pose là-dedans, puisque partant du principe que le débat politique contemporain tourne exclusivement autour d'une seule question, celle qui dit qui doit gouverner ou exercer le pouvoir, moi j'ai une autre question, plus radicale et rarement posée, qui est philosophiquement beaucoup plus intéressante. Celle qui dit quelle est la quelle est la limite légitime du pouvoir politique. Ça, on n'en parle pas. Autrement dit, jusqu'où l'État doit-il intervenir dans la vie des individus? La question que tout le monde devrait se poser, c'est non pas qui doit être à la tête de l'État, mais plutôt l'État lui-même a-t-il une légitimité à exister? Et cette question est pourtant au cœur de toute réflexion sur la liberté, mais personne ne se la pose, ou très peu. Donc voilà, les élections, je pense, continueront probablement à produire des débats passionnés encore et encore, avec le même résultat, la même attente et le même résultat. C'était d'ailleurs Albert Einstein, je crois, qui disait que la définition de la folie, c'était euh, perpétuellement agir de la même manière en espérant un résultat différent. C'est Einstein qui dit ça, je crois. C'est très vrai. On le voit avec la politique, la folie de ce rituel politique, presque religieux, dogmatique. D'ailleurs, ça se passe un dimanche, hein, jour du Seigneur. Donc, oui, effectivement, l'État a remplacé la religion. L'État est Dieu et Macron est un Dieu, est un père spirituel. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Peut-être imbriquer les deux, d'ailleurs. Sur le paternalisme ambiant de l'État, comme l'État, un parent qui aide toujours, tu sais. Et puis, le côté religieux, en mode, ah, l'État, c'est quand même à la WAC. Je sais pas si j'en ferais deux différentes ou si j'imbriquerais tout dans la même, mais c'est une vidéo que j'ai envie de faire et que je vais très certainement faire et dans pas longtemps. On remarque également donc que le clivage droite-gauche continuera tout simplement d'organiser la vie politique. Parce qu'il répond à des besoins psychologiques profonds, l'appartenance, le besoin de conflit, et surtout ce besoin de croire que l'on participe au destin collectif. Et là, finalement, là aussi, ça mérite une vidéo,
très certainement, évidemment, j'ai parlé de Sioran, sur ce pessimisme de l'être et de la conscience lucide de notre propre inexistence en réalité, parce que nous ne sommes que poussière et infiniment petits par rapport à l'immensité du monde. Et ce besoin de croire finalement que l'on participe au destin collectif, ouais, c'est une forme de combat contre soi-même en mode ma vie n'est pas vaine, je sers à quelque chose, pour encore une fois contrer la mort quelque part, ce qui est très vrai. Donc je pense que cela mérite aussi une autre vidéo sur le pessimisme suranien, j'ai envie de dire, sur, sur les élections. Mais d'ailleurs, si on prend un peu de recul, il y a une autre perspective qui apparaît. Puisque je vais le répéter, hein, mais pendant que les citoyens se disputent pour savoir qui doit gouverner, la question la plus fondamentale reste souvent absente du débat. Et je le répète, c'est celle-ci: jusqu'où le pouvoir politique doit-il gouverner la société? Parce que c'est là que commence la véritable réflexion sur la liberté.